Conversation du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard avec la revue Capital Social. Chers auditeurs de KTO Radio, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver pour notre émission mensuelle Questions Éco, consacrée aux grands enjeux économiques et sociaux. Alors parmi les défis du moment, et s'il en est un qui est de taille, c'est bien celui des finances publiques. Déficit budgétaire à presque 6% du PIB, même peut-être au-delà de 6% du PIB. Dette publique de 3 200 milliards d'euros, soit 110% de notre PIB. Des taux d'intérêt qui flambent, ou tout au moins qui augmentent. Une pression de la Commission européenne, de l'Union européenne, puisque la France est quand même sous procédure pour déficit excessif depuis l'été dernier, et pression bien sûr des marchés financiers. On a l'impression que ça craque de partout. Et cerise sur le gâteau, si j'ose dire, nous n'avons plus de gouvernement et nous ne savons pas comment pourra être voté le budget 2025 et la loi de financement de la sécurité sociale. Pour parler de toutes ces joyeusetés, si je puis me permettre, j'ai le plaisir de recevoir dans le studio de KTO Radio Dominique Régnier, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Guillaume de Prémard. Alors je vais vous présenter rapidement à nos auditeurs, même si je pense que beaucoup d'entre eux vous connaissent, puisque vous êtes un habitué des plateaux de télévision et des studios radio. Vous avez 64 ans, vous êtes diplômé de Sciences Po et docteur en sciences politiques, et vous êtes professeur des universités. Vous êtes l'une des figures, je dirais historiques peut-être, de Sciences Po Paris, le célèbre institut d'études politiques de Paris, et vous êtes chercheur associé au CEVIPOF, qui est le centre de recherche politique de Sciences Po, qu'on appelait jadis, je crois, le centre d'études de la vie politique française. Absolument. Voilà, d'où CEVIPOF. Donc, je l'ai dit, on ne compte plus vos interventions dans les médias, donc on est d'autant plus heureux de vous recevoir aujourd'hui sur KTO Radio. Et par ailleurs, vous êtes essayiste. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, alors je ne vais pas tous les citer parce qu'on y passerait toute l'émission. Je citerai notamment, pour les auditeurs catholiques, un intérêt particulier pour votre livre « Le 21e siècle du christianisme » que vous avez publié par les éditions du Cerf en 2021, et c'est un ouvrage qui est issu de travaux de la Fondapol sur le christianisme. Absolument, de travaux de la Fondapol sur le christianisme, et sur à la fois le christianisme en général, le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, la crise orthodoxe, en faisant intervenir des auteurs très compétents, notamment Jean-François Colosimo, bien sûr, sur l'orthodoxie, et toute une série de brillants interprètes du christianisme. D'accord. Et parmi les autres ouvrages, je citerai Les Nouveaux Populismes, aux éditions Pluriel. C'était en 2013, vous vous intéressez beaucoup à la question de la montée des populismes, et ça fait partie des travaux notamment qui sont particulièrement fouillés par la Fondapol. Et vous avez publié Où va la démocratie chez Plon en 2017. C'est un ouvrage collectif que vous avez dirigé, je crois. Oui, à partir d'études d'opinion dans 27 pays à l'époque, où l'on voyait d'ailleurs monter la poussée protestataire dans des pays comme le Brésil, l'Italie et bien sûr la France, mais ça on l'avait bien enregistré, et les États-Unis. Et on a refait cette étude dans 42 pays en 2018 et dans 55 pays en 2022 pour essayer, avec des partenaires internationaux, de mesurer la situation de la démocratie dans le monde. Et ce qui nous permet aussi, qui me paraît très important, d'avoir une idée de la singularité française. Est-ce que nous sommes en crise tout seuls ou comme les autres ? Ou en crise, mais pas de la même façon que les autres ? Et nous ne sommes pas seuls à être en crise, rassurez-moi. Je ne sais pas si c'est rassurant d'ailleurs, mais... On n'est pas seuls. C'est une bonne remarque que vous faites là. Je suis tout à fait, oui, c'est tout à fait important. Nous ne sommes pas seuls, mais ça va quand même pas bien pour nous. Et les raisons de la crise en France ne sont pas les mêmes que les raisons de la crise dans d'autres pays, comme l'Allemagne, les États-Unis, ou même la Corée du Sud, puisqu'on en parle en ce moment, et ça faisait partie de notre panel. Alors la crise politique, on va en parler bien sûr au cours de cette émission. On va parler d'abord de la crise ou de cette question de la faillite, et financière ou pas, faillite ou non, de la France. C'est une chose qu'on va explorer ensemble. Je précise donc, j'ai dit, vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol, et elle a 20 ans. Alors bon anniversaire. Merci. À la Fondapol.
Et vous m'avez invité, alors c'était la semaine dernière, pour les 20 ans. Et merci d'être venu. J'ai trouvé Vraiment. la soirée passionnante. C'était très, très sympathique, ça m'a touché, votre présence. C'est bien, je trouve. Ça fait oui. Et j'étais passionné par ce qui a été dit. J'ai fait des rencontres très, très intéressantes aussi, puisqu'il y avait beaucoup de monde. Et j'étais ravi d'être avec vous. Et j'ai noté l'intuition fondatrice il y a 20 ans, donc en 2004 de la Fondapol, c'est ce que vous avez cité. Et cette intuition est dans la bouche de Jérôme Monod, qui était un proche conseiller de Jacques Chirac et qui a l'initiative de cette création de la Fondapol. Il avait dit « Le socialisme est une coquille vide et la droite n'a plus d'idées ». Oui, c'est une phrase saisissante parce que Jérôme Monod a créé la Fondapol, vous l'avez rappelé, en 2004. L'association de préfiguration, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais c'est toujours un peu long de créer une fondation. Ça a démarré après 2002. En 2002, mais après le 21 avril. Le 21 avril a été très déterminant dans la décision de Jérôme Monod de créer la Fondapol. Et au fond, on avait déjà, il y a un peu plus de 20 ans, le sentiment très clair, en tout cas lui il avait, un sentiment très clair qu'il n'y aurait pas de retour à un monde familier. Ouais. Que ce qui nous était arrivé, c'était le passage d'époque. Oui, c'était pas un accident de l'histoire. Donc le 21 avril 2002, rappelons à nos auditeurs que c'était la présence au deuxième tour de l'élection présidentielle de Jean-Marie Le Pen. Absolument. Face à Jacques Chirac. Il avait damé le pion à Lionel Jospin contre toute attente et ça avait été un séisme médiatique, politique, personne ne s'y attendait. Et je ne sais pas si j'ai le temps, Guillaume Prémard. Moi j'étais, à l'époque, je l'ai raconté ce matin à mes étudiants, à l'époque, j'avais dans mes données, on avait publié un article avec un collègue en janvier qui disait, un gros article avec beaucoup de données. Normalement, il va y avoir un problème à la présidentielle 2022. Oui. On peut savoir des choses avec les données. Hein. Oui. Et on avait appelé ça « La France en dépression électorale », le titre de l'article, un gros article publié dans le numéro de Sofres. Et quand j'ai vu les données, j'ai dit normalement Le Pen est au second tour possiblement. Et je n'y ai pas cru. Oui. C'est ça que je trouve intéressant. Vous interdisiez de le penser. Voilà, exactement. Mais en fait, vous aviez des signes concrets que c'était possible. Exactement. Logiquement, ça devait avoir lieu parce que nos données y conduisaient. Et je me disais, non, les Français ne vont pas mettre Jean-Marie Le Pen au second tour. Et je ne pensais pas non plus, mais alors j'étais encore plus ferme, que le président Macron pourrait dissoudre. Oui. Le 9 juin. On va en parler, oui. Mais alors, et je ne pensais pas non plus, je suis très sincère, je ne pensais pas non plus. J'ai même dit que ça ne le ferait pas, que Marine Le Pen voterait la censure. Et ça m'inquiète. Je ne pense pas m'être trompé. Bien sûr, je me suis trompé dans ce qui se passe. Mais je veux dire, ça m'inquiète quand je n'arrive plus à interpréter à partir d'éléments rationnels. On essaie de faire le tour des éléments rationnels. On voit que ça converge fortement vers l'impossibilité ou la très faible probabilité. Et il se passe tout à fait autre chose. Et donc là, ce qu'il faut se dire, c'est... est-ce que j'ai complètement loupé mes analyses ? Est-ce que les données étaient toutes fausses ? Ça fait beaucoup quand même d'éléments. Ou bien est-ce que nous avons des acteurs qui ne sont plus rationnels ? Et on serait dans une sorte de sortie de la rationalité de l'histoire. Un affolement, qui n'est pas sans habiter ces personnes qui ont de grandes responsabilités aussi. Un affolement, une panique, une action trop compulsive, impulsive, un goût immodéré pour des formes d'exercice du pouvoir. Je pense que ce n'est pas péjoratif dans mon esprit, pas du tout, ni polémique. Un excès d'intérêt pour la communication, et peut-être un déficit important de réflexion sur le fond, le contexte historique. C'est un peu le thème d'ailleurs de votre émission, la profondeur du problème. Et quand on imagine, quand on s'intéresse à la profondeur du problème, on ne peut pas prendre ces décisions-là. Alors, l'élection, c'est une décision particulière. Je laisse de côté l'exemple du 21 avril, qui est saisissant et qui a mené à la création de la Fondapol. Mais ce que je constate aussi, quand même, pour boucler avec votre citation de Jérôme Monod, franchement, 20 ans après, ils n'ont pas beaucoup d'idées non plus. Non. Et ça reste toujours assez creux, vide. Et même, je pense que ça s'est même complètement vidé. C'est effrayant. Ça fait quand même 2 décennies où en France, ce pays, qui a une passion pour les idées, parfois jusqu'à l'excès, pour la théorie, la doctrine, n'en a plus du tout. Il nous arrive quelque chose de très grave. Moi, j'ai réfléchi à ça beaucoup parce que j'ai l'impression que nous sommes, c'est la formule que j'utilise, nous sommes vides de croyances, au pluriel. Oui. Toute croyance a disparu. Il
n'y a pas que les croyances religieuses dont on parle souvent, qui n'ont pas d'ailleurs... Oui, les grands dessins, même idéologiques, Le patriotisme, voilà, même l'idée républicaine, enfin, je ne sais pas si quelque chose est capable encore de nous réunir. C'est très profond et les politiques ne prennent pas la mesure de ceux du monde dans lequel ils exercent leurs fonctions, ce que je trouve très préoccupant. Et on sent bien peut-être dans cette histoire que ne sont pas seulement en cause les poussées populistes, mais là on parle bien des gens qui gouvernent, Absolument. des gens qui font partie de nos élites politiques, de la haute Exactement. administration, etc., qui n'ont plus d'idées et qui sont dans une sorte d'incapacité d'agir qui va nourrir peut-être une forme d'irrationalité au bout du compte, Exactement. et eux-mêmes devenant acteurs irrationnels. Absolument, absolument, et qui prennent des décisions dont ils ne parviennent pas à évaluer les conséquences. Donc ça signifie qu'ils prennent des risques dont ils n'ont pas du tout idée. Et quand le risque apparaît, se réalise, ils sont devant quelque chose à quoi ils n'ont jamais songé. Et donc ils vont prendre une nouvelle décision face à ce risque auquel ils n'ont jamais songé, et ce sera vraisemblablement, sauf hasard heureux, une mauvaise décision. Et donc c'est l'engrenage. Exactement. Et voilà. Alors, un think tank, la Fondapol, think tank qu'on peut traduire laboratoire d'idées. Oui, plutôt en que français. penser bidon. Oui, plutôt que penser bidon. Pas... Quelle est la différence avec un lobby, un groupe de pression? Alors, un lobby, d'abord, les lobbyistes font un travail qui existe, honnête, répertorié, parce que ça a une connotation tellement négative. Oui. Je dirais qu'en gros, ils font l'effort de promouvoir leur entreprise ou leur secteur d'activité. Auprès des pouvoirs publics. Auprès des pouvoirs publics français, européens, locaux, internationaux. Voilà. Nous, on n'a pas de choses à vendre. On est une fondation d'utilité publique. Tous nos travaux sont gratuitement accessibles sur le site, sans exception. Il n'y a aucune exception à ça. Et ce que nous essayons de faire, par contre, notre ambition, elle est de contribuer à un débat public éclairé, en documentant ce que nous disons, en produisant de la donnée, soumettre tout ça au jugement public. Moi, j'ai coutume de dire on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec nos conclusions, mais pas que c'est pas sérieux. Et deuxièmement, inspirer la décision, donner des idées à des responsables locaux, nationaux, européens, même d'entreprises aussi, enfin des citoyens associatifs, qui pourraient trouver dans nos travaux des idées utiles, à partir desquelles ils pourraient créer d'autres idées. Enfin, c'est évidemment ça. Mais il faut du pluralisme, il faut de la liberté, et puis il faut du travail, beaucoup de travail. Et c'est beaucoup de travail de produire tout ce que vous produisez. On reviendra dessus en fin d'émission sur les travaux, plus spécialement de la Fondapol. Alors, vous n'avez rien à vendre, vous n'avez pas d'intérêt matériel particulier. Aucun. À défendre. En revanche, il y a des convictions, on va dire. Le Fondapol est plutôt un think tank à laboratoire d'idées de droite, on va dire dans une ligne de libéralisme de droite pondéré, assez comme l'est le libéralisme en France. Il n'y a pas de l'ultralibéralisme en France. Donc... Non, il n'y a pas ça. On se reconnaît bien dans la figure de Raymond Aron, par exemple. Oui. Donc, le libéralisme économique, politique... en fait, c'est assez banal. Il m'arrive de dire, enfin banal, c'est fondamental, mais il m'arrive de dire à des personnes qui m'interrogent, j'ai un peu le sentiment parfois qu'elles sont a priori plutôt opposées. Je leur dis, mais est-ce que vous êtes contre la liberté économique, contre le fait qu'on peut créer son entreprise? On me dit non. Bon, est-ce que vous êtes pour qu'on censure les gens qui ont envie de dire des choses que vous ne pensez pas? On dit plutôt non. Bon, mais voilà, nous sommes des libéraux. Alors ça a des conséquences sur le respect de l'état de droit, sur toute une série de problèmes. Hein. Mais c'est quand même très difficile, je trouve, la culture libérale en France, le goût de la liberté, la protection de la liberté, y compris celle de l'autre, qui va l'utiliser peut-être pour dire des choses que je ne vais pas aimer. C'est une culture qui n'a jamais été très puissante et qui est plutôt en déclin, je le crains. Oui, j'ai même l'impression qu'en France, parfois... il n'est pas si compliqué que ça de justifier des atteintes aux libertés publiques. Absolument, ouais. Absolument. Ça se justifie au nom du bien, toujours, mais au nom de la démocratie même, paradoxalement. Mais, c'est une tendance illibérale. En général, on l'applique pas à nous, mais c'est un tort. C'est un tort. Alors, la crise des finances publiques, Dominique Régnier. Lors de la table ronde que vous avez organisée pour les 20 ans de la Fondapol, vous avez dit, je vous cite, « La France est dans une situation de quasi-faillite financière ». Les mots sont forts. Et l'économiste que vous aviez invité, qui travaille avec la Fondapol, Natacha Valla, a dit, et je la cite, donc j'ouvre les guillemets, « Il faut remettre en question l'idée de l'impossibilité d'un accident sur le marché obligataire », fin de citation, ce qui signifie en gros que la dette française peut craquer. C'est-à-dire que on peut imaginer que demain, les investisseurs, trouvant la dette française trop risquée,
ne rachète plus de titres ou demande un prix, c'est un taux d'intérêt tellement fort que ça mettrait la France dans une situation de craquage de sa dette et cette situation de faillite. Alors ce mot faillite, vous l'assumez ? Absolument. Absolument. Ce que je regrette, si vous voulez, il ne faut pas affoler. On l'entend beaucoup, ça. Moi, je suis d'accord. Affoler, c'est créer des peurs irrationnelles, s'adresser à des personnes qui n'ont pas de raison d'être inquiètes. Et en même temps, de l'autre côté, si nous ne décrivons pas les situations telles qu'elles sont, nous allons condamner nos compatriotes à découvrir brutalement une situation catastrophique et leur réaction ira de l'angoisse la plus radicale jusqu'à la violence. Il faut que, tant que c'est encore possible, nous discutions de tout cela, nous établissions un constat, et donc encore le temps, même si c'est très très tard, parce que ça fait quand même 25 ans que tout ça aurait dû susciter une réaction générale, eh bien essayer d'engager, de s'engager collectivement sur un chemin de restauration. Et cette fameuse dette, c'est plus tenable, parce que 3200 milliards, on arrive à un taux d'intérêt à 10 ans qui sont aux alentours de 3% pour la France, contre 2% pour l'Allemagne, vous me corrigez si je me trompe, mais 3200 milliards, un point de taux de dette, c'est 32 milliards d'euros. Absolument. 32 milliards le bout, comme on dit. Oui. C'est énorme. C'est-à-dire que même une augmentation de 0,1, de 0,10 de notre taux d'intérêt, ça fait déjà 3 milliards d'euros, 32 milliards d'euros. Absolument. Et là, on en est quoi ? On paye 50, 60 milliards par an uniquement pour les intérêts de la dette ? J'ai appris hier, par les propos du Premier ministre, que nous n'étions plus à 50, ce que je disais tout le temps, nous sommes passés à 60 milliards d'intérêts seuls. Et j'ai appris de la bouche de Pierre Moscovici de la Cour des comptes, le président de la Cour des comptes, que l'an prochain, nous allons payer 72 milliards d'intérêts. D'intérêts seulement, sans rembourser un centime. Ce qui veut dire que, imaginons que cette année, je ne sais pas d'ailleurs par quel miracle, nous arrivions à réaliser 10 milliards d'économies ou 20 milliards, ils seraient dévorés par la seule augmentation des intérêts de la dette. Oui. Et la deuxième chose que je voudrais faire remarquer, que nos auditeurs ne s'inquiètent pas, moi je ne suis pas un technicien de la chose, mais ces chiffres sont parlants, je crois, d'eux-mêmes. 70 milliards, disons pour simplifier, d'intérêts de la dette, ça va représenter la moitié de notre déficit. Oui, parce que notre déficit, il est à 173 milliards. Oui, donc on peut dire c'est un peu moins de la moitié, mais ça veut dire que aujourd'hui, c'est en gros un tiers et ce sera la moitié. Ça veut dire que nous ne nous en sortons plus, nous nous enfonçons. C'est le cercle chacun infernal. le comprend. Si j'ai de plus en plus d'intérêts à rembourser et qu'il représente une part de plus en plus importante du déficit qui va susciter des emprunts que je vais faire, etc., c'est une spirale qui nous conduit à la catastrophe. Logique. Nous sommes dans une spirale de faillite. Alors, nous allons poursuivre cette conversation dans la deuxième partie de l'émission. Nous arrivons déjà au terme de la première partie. On va faire une pause musicale, Dominique Régnier. Donc, la France, c'est un peu la cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue, et on y est, la bise est là, et nous écoutons, et ça va nous réchauffer le cœur, je pense, l'éternel, je dirais, Charles Trenet, qui chante, c'est le texte de Jean de La Fontaine, accompagné à la guitare par le roi du jazz manouche, c'est-à-dire Monsieur Django Reinhardt. À tout à l'heure. La cigale ayant chanté tout l'été se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'animal. Intérêt est principal, la fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud, dit-elle à cet
emprunte. Voilà, nous voilà de nouveau dans le studio de KTO Radio avec Dominique Rédier, le directeur général de la Fondapol, que je reçois pour cette émission Question Éco. Et nous étions en train de parler de notre fameuse crise des finances publiques et de la question de la dette. On le disait, les intérêts de la dette, on arrive, vous nous disiez, bientôt à 70 milliards, pas loin de la moitié du déficit public qui est de 170 environ milliards. D'ailleurs, ce déficit public, on dit c'est 6% du PIB, en gros, mais c'est quand même un déficit de près de 40% du budget de l'État. Oui, bien sûr. Je me demande si ce ne serait pas davantage significatif de donner un ratio par rapport au budget, quand même. Bien sûr. Parce que c'est un peu un euphémisme, quand même, à dire. Parce qu'on dit, 6%, c'est que ça. Ça fait partie des manières étonnantes de présenter les comptes. Alors, il y a peut-être des raisons techniques, mais il faudrait quand même avoir un langage qui soit plus parlant pour nos concitoyens. Ça, c'est une des causes de cette sorte d'insensibilité collective à la dégradation de nos finances publiques. Oui. On devrait avoir... C'est là qu'il faut réfléchir à une forme de rhétorique, à un type de discours, à un registre de langage. C'est tard maintenant, parce que beaucoup a été fait, et de ce point de vue-là, c'est un peu réglé, mais voilà, il y a un enseignement. Toutes les personnes qui nous écoutent savent parfaitement ce que c'est que l'équilibre des comptes. On l'expérimente dans notre famille, dans notre vie personnelle. On le fait tous. Il nous est arrivé à tous de ne pas le maintenir pour des raisons diverses et variées. On en tire une vive inquiétude, parfois des complications. Tout le monde sait ça. C'est soi-même, ses amis, que sais-je, des parents et autres, etc. On sait bien que c'est compliqué. Moi, j'ai appris à Sciences Po, quand j'étais étudiant, que ce n'était pas un problème qu'il y ait un déficit public important, puisque l'État a emprunté pour rembourser, pour faire la différence. Et quand moi j'étais allé demander, ça m'est arrivé vraiment, j'étais allé demander à la fin du cours au professeur d'économie, moi qui viens de mon Aveyron traditionnel, où on fait vraiment attention aux comptes, c'est-à-dire au point qu'on dit que les Aveyronnais, ils ont... les poches profondes, mais les bras courts. Vous voyez, donc il y a un côté un peu... C'est les univers où on n'a pas beaucoup d'argent, où la terre... Un sou est un sou. Voilà, c'est simplement parce que c'est difficile, la terre est difficile, c'est le côté un peu... Voilà. Eh bien, la réponse qui m'avait été faite, c'est que l'État n'est pas une famille, donc il n'aura jamais à rembourser, il empruntera pour rembourser ce qu'il doit. Cette espèce de mécanique infinie. C'est comme ça... C'est le mouvement perpétuel de la dette. Oui, c'est comme ça que nos politiques ont été élevés, formés, sont passés par l'ENA, je suis désolé de le dire, se sont retrouvés ministre des Finances, président de la République. Avec cette chose dans la tête. Et ça n'a jamais été possible de la faire sortir. C'est tellement plus commode. Je reconnais que ça vous permet de ne pas vous présenter en expliquant qu'il va falloir faire des choix compliqués, mais soyons courageux, faisons-les autant que possible en préservant les valeurs qui sont les nôtres. Non, ça n'a jamais été le sujet, ça. Et donc, le résultat, c'est que nous accablons, moi je suis très sensible à ça, on est tous très sensibles, mais ce qui me frappe, je veux dire, c'est la contradiction que je vais souligner. Nous accablons, vous parlez de 3200 milliards de dettes, nous les avons, il va falloir les rembourser. Nous accablons les générations futures. Il faut bien se rendre compte que les générations futures sont contraintes par nous, pendant longtemps, de consacrer leur budget futur, leur discussion et leur adoption au remboursement d'un argent que nous consommons aujourd'hui. Nous ne serons plus là pour voir la peine que ça leur coûte de voter budget après budget le remboursement de notre richesse d'aujourd'hui. Et ce qui est contradictoire, c'est que si on en parle souvent et avec raison pour l'écologie, les générations futures, la responsabilité, ça marche très bien, on est sensible à ça. Curieusement, ça n'a jamais pris pour les finances publiques, c'est quand même curieux. Parce qu'on croit à ce mouvement perpétuel de la dette, mais le problème c'est que c'est comme les pyramides de Ponzi, il y a un jour où ça s'arrête, parce que si les taux d'intérêt augmentent, ça finit par coûter de plus en plus cher, on finit par perdre de la crédibilité sur les marchés. Et comme en fait, à chaque titre de dette qu'on émet, donc l'agence France Trésor, elle émet des obligations d'État, j'explique à nos auditeurs, en gros vous me dites si je me trompe, mais le plus grand nombre des titres de dette que nous émettons viennent rembourser ceux qui arrivent à échéance. C'est-à-dire qu'on emprunte pour rembourser et on a payé l'intérêt entre deux. Ouais. Et on remprunte en surplus. Voilà. Alors, une part de dette, je dirais, pour financer des grandes infrastructures, des investissements importants, pourquoi pas. Mais là, on arrive à un niveau qui est peut-être excessif. Et les générations futures, dont vous parlez,
Elle paye on paye les retraites. Elle paye le Elle fonctionnement paye les d'aujourd'hui, retraites. oui. Je vais donner quelques ordres d'idées, mais les dépenses sociales, elles sont à 850 milliards d'euros. C'est le tiers du PIB. C'est plus de la moitié de la dépense publique. Ouais. Et parmi les dépenses sociales, les retraites, c'est presque la moitié des dépenses sociales. C'est-à-dire que les jeunes générations, elles vont payer un prix incroyable, sachant que là, on est à 1,7 cotisants pour un retraité. Il y a moins de 2 personnes pour faire vivre une personne qui n'est plus active, et personne ne reproche à cette personne de ne plus être active. Bien sûr, vrai. bien sûr. Et à l'horizon de 2050, avec les évolutions démographiques, on parle d'un cotisant pour un retraité, mais Ouais. c'est intenable. Ben, la fonction publique, c'est 0,9 cotisants pour un actif. La fonction publique. Oui. 0,9 cotisants pour un actif. Il y a moins d'un cotisant pour un actif. Il y a moins d'un cotisant pour un actif, pour un retraité, excusez-moi. Je recommence. Il y a moins d'un cotisant, donc un actif pour un retraité, Oui. dans la fonction publique. Alors, la différence, elle est comblée par le budget public. Nous tous, elle est comblée par l'emprunt, en fait. Oui. On emprunte pour payer les retraites, les pensions de la fonction publique. Voilà. La fonction publique n'a pas de véritable caisse de retraite. Absolument. C'est sur le budget de l'État. C'est dans le grand livre des Voilà. comptes de l'État. Et c'est budgétisé, en fait. Oui, oui. Oui, c'est oui. budgétisé. Mais c'est pas, c'est nationalisé au Et sens où. j'ai vu que Jean-Pascal Beaufray, Oui. qui est un haut fonctionnaire de notre direction des finances, ou des spécialistes des finances publiques en tout cas, ou notamment des finances sociales, dit qu'en fait, dans les déficits des retraites, on oublie un déficit caché qui est toute la machine à subvention pour combler le trou des retraites de la fonction publique. Et même les engagements que nous avons pris avec les membres de la fonction publique, moi je suis professeur à Sciences Po, je suis membre de la fonction publique, les engagements pris à l'égard des membres de la fonction publique pour leur activité, les salaires donc qu'ils reçoivent, et puis pour leur retraite, font partie d'une dette qui n'est pas comptabilisée dans les 3 000 milliards. Donc il y a une dette officielle, il y a une dette cachée, en Absolument, quelque qui sorte. est encore plus volumineuse. Donc c'est quand même, moi je ne peux pas accepter que l'on puisse dire, mais vous affolez avec vos discours. Enfin, c'est insensé. Donc, on peut pas continuer comme ça. Moi, ne serait-ce que par bon sens. C'est pas être libéral pour moi dire ça. Parce que moi, je suis pas de culture politique libérale au sens économique du terme. Je suis pour les libertés publiques, la liberté d'entreprendre, bien sûr, etc. Mais pour moi, ça n'a rien de libéral de dire qu'on peut pas laisser filer les finances publiques, en plus dans un contexte d'incapacité d'agir et de résoudre les grands problèmes de notre pays. Ce n'est tout simplement pas tenable. Il y a un moment où il faut faire des coupes. Moi, j'ai eu l'impression que dans le budget qu'avait préparé M. Barnier, donc budget qui ne sera pas voté puisque la motion de censure a été adoptée, il n'y avait pas de vraie coupe. Je vais prendre un exemple, Dominique Régnier, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. L'audiovisuel public, moi je ne suis pas contre. La Voix de la France à l'étranger, RFI, l'outre-mer, télé, radio, nationale, régionale, très bien. Mais il y a en France 21 médias audiovisuels. Et ça coûte 4 milliards d'euros qui sont financés sur une fraction des recettes de TVA qui sont affectées à l'audiovisuel public. Les recettes de TVA, c'est 100 milliards. Donc 4% des recettes de TVA vont à l'audiovisuel public. Donc quel est l'intérêt public d'avoir 21 chaînes ou médias audiovisuels en France ? Pourquoi 4 milliards ? Pourquoi ça ne coûterait pas 500 millions avec une réduction de voilure ? Mais personne ne veut réduire la voilure. Oui, ce sont des... C'est un exemple, mais il y aura d'autres. C'est un exemple, c'est un bon exemple aussi, parce que ce sont des... Comment dirais-je ? Alors, rente, le mot est péjoratif peut-être, et donc il faudrait en trouver un autre, mais ce sont des aménagements qui ont eu lieu au fil du temps et qui n'ont jamais été révisés, ni même vérifiés, évalués au fond. Et c'est ensuite enquisté comme une espèce de droit acquis par une catégorie de personnes, une profession, que sais-je, un secteur. Et autant nous avons besoin de médias publics, autant il est sans doute disproportionné d'y consacrer autant d'argent. Et voilà, ça fait partie des éléments clés. Il y a tant de sujets comme ça qui sont... Mais vous voyez, quand on discute sur les économies à faire, alors c'est pas un sujet agréable, hein, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit agréable, mais quand on discute sur les économies à faire, parce qu'il y a des secteurs qu'il faut quand même protéger, et singulièrement dans une époque comme la nôtre, je pense par exemple à la défense et à l'armée, c'est pas compliqué de savoir que le monde est beaucoup plus dangereux aujourd'hui qu'il y a quelques années, et c'est pas sûr qu'on maintienne nos projets de réarmement de la France compte tenu de notre situation, donc ça peut aller très loin, les conséquences de tout ça. Eh bien, quand vous avez l'idée de... par exemple, la question de l'AME et de l'aide médicale d'urgence, nous à la Fondapol, on préconise depuis plusieurs années la suppression de l'AME.
et son remplacement par une aide médicale d'urgence, ce que font tous les pays européens. C'est-à-dire soigner les gens qui sont vraiment en état d'urgence. Oui, soigner tout le monde. On respecte nos principes d'humanité. On ne va pas laisser tomber les gens et mourir dans la rue ou je ne sais quoi. Donc, mais par contre, l'aide médicale d'État, elle est totalement disproportionnée et on pourrait économiser 500-600 millions en passant d'un régime à un autre. Et quand moi je dis ça, il arrive qu'on me dise « Ah oui, mais c'est que 5 ou 600 millions. Oui. » Partant de là, évidemment, rien ne bouge. Parce que s'il faut de grandes sommes pour que ça fasse un effet à ceux auxquels on s'adresse, ça veut dire qu'il faut trancher dans de grands domaines, de grandes sommes d'argent, ce qui est complètement infaisable. Oui, si on dit l'éducation, la justice, voilà. En ce moment c'est compliqué. Oui, ou les transports, tout ce qu'on veut. Vous enlevez des dizaines de milliards, effectivement, ça se verra, mais ça ne se fera pas surtout, parce que c'est beaucoup trop et que ce n'est pas raisonnable. Voilà, donc par contre, on manque de beaucoup d'argent pour maintenir notre parc nucléaire, le développer. Il faut le développer, puisqu'on veut décarboner, on a raison. Il faut des centaines de milliards sur 20 ans. 400 milliards, m'a-t-on dit, sur 20 ans, nous aurions besoin. On ne les a pas du tout. Et si on ne les a pas, dans les années 2030, nous aurons des blackouts. Nous allons avoir ça, parce qu'on n'a pas... C'est-à-dire qu'il y aura des coupures d'électricité. Coupures, absolument, parce qu'on ne peut plus fournir, on ne pourra plus fournir, on peut, mais on ne pourra plus, parce que la consommation, quand même, on demande aussi, par ailleurs, ça c'est comique, parfois, on demande, quand même c'est terrible, on nous demande par ailleurs d'acheter des voitures électriques, donc on va consommer beaucoup plus d'électricité, mais on n'investit pas dans le développement de la production d'électricité. Oui. C'est quand même terrible. La question énergétique, elle est centrale. C'est central. C'est même stratégique, c'est géostratégique, c'est stratégique à tout point de vue. C'est même anthropologique. Moi, je pense que les caractéristiques de l'humain, c'est d'arriver à produire l'énergie dont il a besoin. Je pense que nous sommes la seule espèce à faire ça. Et on est peut-être arrivé dans telle société, pas toutes, mais dans telle société, on serait éventuellement arrivé à une capacité maximale par un défaut de vision et d'investissement. C'est très coupable quand même. Ça fait beaucoup de gros défauts. Il n'y a pas que le déficit abyssal. Et ce qui est étonnant, je ne veux pas, surtout pas avoir l'air imprécateur, c'est pas ça du tout, mais quand même, le fait que si nous avions ce déficit et cette dette avec un regard des investissements considérables qui laisseront aux générations futures des biens dont ils auront la jouissance, de grands réseaux, de grands hôpitaux, de grandes centrales de ceci ou de cela, permettant de... On dirait, voilà, on s'est beaucoup endetté, vous allez le rembourser aussi, mais vous en aurez la jouissance. Alors là, l'impression que... C'est pas ça. C'est pas une impression, c'est sûr. C'est sûr que les services publics se dégradent. Et puis il n'y a rien, on n'a pas investi du tout. Et qu'on n'a pas investi du tout. Non, ça c'est certain. C'est pas une impression, c'est pas un sentiment. Non, malheureusement non. Oui, c'est la réalité. Par exemple, l'état des routes, des autoroutes, nous étions très fiers il y a encore 20 ans de tout ça. C'est en train de se dégrader, il va y avoir un effet d'abîme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vraiment se dégrader fortement, on circulera beaucoup moins, il y aura plus d'accidents, les transports seront plus coûteux. C'est déjà le cas pour le ferroviaire, on a réagi mais un peu tard, il y a des lignes qui sont quasiment perdues parce que ça coûterait beaucoup trop d'argent de les restaurer, alors que l'on nous dit de ne pas prendre la voiture, enfin tout ça est complètement contradictoire. Ouais. C'est vraiment des sujets majeurs. Alors il y a un paradoxe que je voudrais vous soumettre. Vous connaissez bien l'opinion publique parce que vous passez quand même beaucoup de temps à mesurer les évolutions de l'opinion publique. D'une part, on a l'impression, alors ça, est-ce que c'est une impression, vous nous direz, que c'est impossible de faire accepter aux Français des efforts si importants, donc en termes de réduction de dépenses. Et d'autre part, on a l'impression qu'il y a une intolérance à l'impôt de plus en plus forte, c'est-à-dire que les prélèvements obligatoires sont devenus tellement hauts qu'on serait proche de la révolte fiscale, et pas seulement chez ceux qui payent beaucoup d'impôts, parce que la crise des Gilets jaunes, souvenons-nous, c'était en 2018-2019. 2018 pour le point... novembre 2018, c'est vraiment le point le plus haut. Voilà, automne-hiver 2018-2019. Eh bien, il y avait une sorte de jacquerie, c'est-à-dire de révolte fiscale à l'ancienne. Les jacqueries, c'était les révoltes fiscales de paysans sous l'Ancien Régime. Donc, c'était des gens qui étaient de la classe moyenne, mais en voie de déclassement, qui payent des impôts et qui disaient on n'a pas le service public. On paye des taxes, mais que font-ils de l'argent ? Mais où va l'argent ? Parce qu'on n'a pas le service public. Il y avait, dans le mouvement des Gilets jaunes, une partie de revendication d'une France travailleuse, laborieuse, qui disait stop aux taxes, surtout pour le service public que vous rendez. Alors, est-ce que c'est impossible de faire adopter des mesures qui prennent des efforts, ou est-ce qu'au contraire, sachant qu'on donne un peu ras-le-bol des taxes et des impôts, ce serait possible de trouver un compromis avec l'opinion publique ?
En fait, ce qui a changé quand même, c'est que les Français, peut-être à tort, mais pas entièrement, on ne paie plus d'impôts en fait. Ils payent la TVA et la CSG, mais ils ne paient plus d'impôts. La moitié. 57% des ménages ne paient pas d'impôt sur le revenu. Plus de la moitié, donc. La taxe d'habitation, c'est terminé. Donc, si vous n'êtes pas propriétaire et que vous n'êtes pas assujetti à l'IR, vous n'avez pas d'impôt. Alors, il y a la TVA, bien sûr, mais c'est plutôt... La TVA est perçue comme un prix, en fait. Donc, on va chercher ceux qui vendent le moins cher en se disant qu'on a fait des économies. C'est-à-dire qu'on a inventé un civisme défiscalisé en France. Et comme vous le savez, 10% des revenus français, des ménages français, paient 70% de l'impôt sur le revenu. C'est complètement... Ça n'a plus rien de républicain, ça n'a plus rien de progressiste. C'est vraiment étrange comme situation. On a créé des ménages non fiscalisés dans un pays qui se croit tout sauf ultralibéral. Et on doit maintenant expliquer aux Français qu'il faut faire des efforts. Mais quels efforts ? Parce que de toute façon, on a supprimé les impôts. Même la taxe d'habitation n'existe plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme effort ? On ne va pas leur dire on va réduire la taxe d'habitation. Vous voyez ? Ni l'impôt sur le revenu, ils ne le payent pas. Et c'est ça qui est terrible aussi. Donc, on va leur dire vous allez faire un effort, vous allez payer un impôt que vous ne payez pas jusque-là. Et là, ça sera très, très difficile de le faire admettre. Nouveaux impôts, nouvelles taxes. Voilà, ce sera difficile de le faire admettre. Oui. Alors, du coup, on a compris quand même que pour les Français, on approche de Noël, mais c'est pas forcément le moment de demander des cadeaux au Père Noël État, si je puis dire. Hein. Oh Père Noël État, envoie-nous des beaux cadeaux fiscaux pour l'année 2025. C'est pas vraiment le moment. Et alors, ça me permet, la pirouette, si je puis dire, me permet d'introduire la deuxième pause musicale. Et après, on se retrouve à une troisième partie de notre émission. Je vais vous faire écouter une chanson de Noël américaine. Alors, pour une fois, il va y avoir de l'anglais, désolé, c'est rare avec moi, mais là, ça va arriver. Une chanson de Noël américaine qui s'appelle Santa Baby, qui est célèbre aux États-Unis. C'est une jeune fille un peu espiègle, qui estime avoir été très sage, qui demande les cadeaux les plus extravagants à Santa Baby, Santa Claus, le Saint-Nicolas, le Père Noël en quelque sorte. Et elle demande un yacht, elle demande plein de choses, etc. Donc, on va dire, ça, non, pour les Français, c'est pas le moment. Donc, on va écouter Santa Baby. Alors, ça n'est pas la version récente de Taylor Swift. Hein. Non, ce n'est pas cette version-là. Pas de ça dans ma roulotte, je dirais. Non, c'est la version délicieusement jazzy de Pink Martini, Santa Baby. Santa Baby, an out-of-space convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa Baby, and hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations from Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Doodly-doo, Santa Baby, forgot to mention one little thing, a ring. And I don't mean a phone, Santa Baby, and hurry down the chimney tonight. Nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'émission Question Écho avec notre invité de ces conversations du week-end, Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol. Alors, nous étions effectivement sur cette difficulté incroyable politique à envisager un avenir entre une opinion à qui on dit qu'il faut faire des efforts, mais ces efforts ne peuvent être que des taxes et des impôts supplémentaires, et une opinion qui en même temps en a marre de payer trop de taxes et d'impôts, mais vous dites finalement il y a la moitié des gens qui payent l'impôt sur le revenu. Donc il y a probablement un rééquilibrage à faire de la fameuse progressivité de l'impôt. Il faudrait réformer l'impôt sur le revenu. Vous avez prôné ça, vous, une réforme profonde de l'impôt sur le revenu, pas seulement un lissage un peu des tranches? Non, pour qu'on mesure bien, nous sommes plutôt favorables à la taxe d'habitation, plutôt favorables à une décentralisation de la fiscalité pour qu'il y ait une responsabilité des élus locaux et qu'ils essaient de faire au mieux sous le jugement des électeurs, des citoyens. Et par contre, un allègement très significatif de l'impôt sur le revenu pour ceux qui le payent aujourd'hui.
parce qu'il faut évidemment encourager le travail, il faut rémunérer le travail, permettre aux ménages d'accéder à la propriété, de se marier, d'avoir des enfants. C'est un sujet qu'on étudie là en ce moment, nous, la question démographique. Et typiquement, entre le désir d'enfant et le fait d'avoir un enfant, il y a souvent la question du logement qui intervient. Oui. Donc ce sont des sujets régaliens. Là, on peut être plus régalien en étant libéral qu'interventionniste. Si je donne du pouvoir d'achat, si je rends du pouvoir d'achat à des ménages qui ainsi sont capables de mener leur existence, de développer leur plan de vie, d'avoir un logement et des enfants, j'assure davantage la pérennité d'un pays et de son État que si je veux tout faire à leur place, comme on le fait aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça aussi, si vous voulez, les implications philosophiques. Oui, alors vous, à la Fondapol, donc votre rôle, c'est de publier des travaux et puis de faire des propositions Voilà. auprès des décideurs politiques. Et aussi, j'imagine que vous visez la haute administration parce qu'elle est capable de bloquer aussi des réformes. Elle a de l'influence forte sur la décision politique, la haute administration. Peut-être excessive d'ailleurs au passage, non ? Oui, c'est-à-dire que dans la mesure où nous avons un État qui s'occupe de tout, on ne peut pas dire d'ailleurs qu'il soit puissant. Il est encombrant souvent, il est très présent, il se perd lui-même dans ses compétences et ses prérogatives, il s'empêche. L'administration, c'est pas la même chose que l'État. L'État, il doit être efficace, puissant, spécialisé, et sur quelques secteurs absolument essentiels, on doit à la fois le redouter et compter sur lui d'une façon très sûre. Tout ça, nous l'avons perdu. On a quand même partout des systèmes très défaillants. Je suis au regret de le dire. Moi, je suis prof. L'enseignement, ça ne va pas du tout. L'école, ça ne va pas du tout. Hein. C'est malheureusement assez connu. Les parents que je vois, moi, sont obligés de faire des efforts très importants pour accompagner leurs enfants, choisir la bonne filière, le bon établissement, enfin, etc. Je parle même du secondaire, hein, même parfois dans le primaire. Donc ça devient quand même, on pourrait dire la même chose de la santé. Le parcours du soin, c'est un parcours du combattant plutôt. Il faut savoir où aller, comment. Ne serait-ce qu'un rendez-vous chez un généraliste. On a des délais, voilà. Parfois 10 jours, 15 jours. Voilà, on a tout ça et c'est terrible parce que... Alors là, on est à Paris, grosso modo, mais dans mon Aveyron natal, encore une fois, on dit aux personnes, aux Français qui habitent là-bas, on leur dit, comme ailleurs en France, hein, mais je prends cet exemple parce que je le connais, il faut décarboner, utiliser pas trop la voiture, etc. Et puis le rendez-vous qu'ils vont avoir, c'est à 80 km. Ouais. Vous connaissez bien cette ère gilet jaune, on pourrait dire. Oui, mais en fait, les gilets jaunes, je pense que c'est un événement majeur qui a été totalement inédit, radicalement inédit, extrêmement intéressant, désespéré peut-être, et qui est parti, au fond, de mon point de vue, d'une dimension révolte fiscale, je serai d'accord avec vous là-dessus, et aussi d'une façon de dire, nous avons aménagé nos vies sur nos territoires, ou en Occitanie, mais comme ailleurs, 90% du transport se fait en voiture. Chez certains, on vit avec la voiture. Et donc, si vous dites, on va vous taxer la voiture parce que ça pollue, vous dites, en fait, c'est mon style de vie que vous voulez pour chasser. Ça ne va pas, je dois me défendre moi-même. Enfin, il y a un sentiment là très... on est acculé, donc c'est pas négociable. Et c'est tout ça qui n'a pas été... Vous vous rendez compte qu'on parlait de la haute administration à l'instant, mais il y a des intellectuels, il y a des technocrates, il y a des experts, il y a des politiques qui malheureusement les ont suivis, qui ont imaginé la taxe carbone depuis Paris, entre 2 métros, 3 VTC et 2 marches à pied, plus un Vélib. C'est-à-dire que vous êtes hors sol. Je suis désolé. Ils n'ont pas conscience du mode de vie qui est dans la France dite périphérique, selon l'expression de Christophe Guilluy. Oui. Et ils n'ont pas compris qu'il y a une fracture socio-géographique, qu'il y a une fracture de mode de vie, de mentalité, de culture profonde, quoi. Et là, ça colle plus. Il y a une idéologie aussi, parce que ça serait trop long d'en parler là, mais c'est ce que j'appelle la culture métropolitaine. Il y a aussi une idéologie, c'est-à-dire qu'on n'aime pas le pavillonnaire. Or, les Français adorent le pavillonnaire. Ils veulent une maison individuelle. C'est l'idéal de leur mode de vie. Possible. Quand vous savez, on veut concentrer de plus en plus dans de l'habitat collectif. Absolument. Alors, on concentre pour des raisons environnementales au moment où les gens ont du mal à vivre ensemble. Oui, en plus. Une drôle d'idée quand même. On se tape dessus. Voilà, donc il y a des différences importantes, etc. Donc c'est que tout ça, ce sont quand même... Il y a de l'idéologie qui nous empêche de voir clair. C'est important. D'ailleurs, un des objectifs de Jérôme Monod, c'était de désidéologiser le débat public. Ça ne s'est pas arrangé du tout. Et ça ne s'est pas arrangé. Et on a l'impression que l'État
vous parliez de la puissance publique. L'État, on a l'impression qu'il est partout là où il ne devrait pas être, où il est encombrant, vous disiez-vous, mais il n'est pas suffisamment là où il devrait être sur le régalien. Et vous avez dit la semaine dernière, je vous cite, un État qui n'assure plus la sécurité de ses frontières, qui n'assure plus la sécurité intérieure, qui ne maîtrise pas les finances publiques et ne veille pas à sa démographie, vous venez d'en parler, est un État qui n'existe plus, ou presque plus. Oui. Donc il faut faire attention parce qu'on va sur cette pente-là. Moi, je crois que si vous voulez, et je suis désolé pour nos auditeurs, parce que c'est à la fois sinistre comme succession d'évocations, mais soyons capables d'observer la réalité et d'y réfléchir. C'est comme ça que les choses peuvent se redresser. Ouais. Je maintiens ces propos que vous avez, à juste titre, en tout cas parfaitement retranscrits, et je considère que ce sera, et que c'est peut-être déjà, l'inquiétude sourde qui va traverser l'esprit public en France. Oui. Le sentiment que nous disparaissons. Il y a des thématiques qui en témoignent. Le grand remplacement, c'est un caractère très polémique, on en a beaucoup parlé, mais en fait derrière ça, il y a autre chose. Cette idée-là, oui. Nous sommes en train de disparaître parce que nous ne savons pas. C'est pas simplement une question d'immigration, hein, justement. C'est pour ça que ça me paraît moi à reprendre. Mais nous ne savons plus si nous pouvons revendiquer tout simplement les éléments qui font une appartenance fondamentale à une communauté sans animosité aucune. Simplement être de quelque part avec les siens et avoir l'assurance que l'État vous protégera, vous aidera à vivre en bonne harmonie les uns avec les autres et puis avec le reste du monde. Ça, ce sont des choses qui sont devenues, et c'est propre aux Européens et encore plus à la France. Là, nous ne ressemblons pas du tout au monde. Hein. Oui, parce que la fracture socio-géographique en France, elle est bien plus profonde que dans beaucoup d'autres pays. Alors, elle existe partout, mais ce sentiment... Aux États-Unis, ici un peu. Oui. Dans beaucoup de pays, ça existe. Hein, mais c'est simplement cette espèce de sentiment que l'on ne peut pas légitimement ou de façon recevable revendiquer ce qu'on est, c'est une souffrance terrible, ça. Donc on craint d'avoir disparaître le type de population que nous sommes, avec son mode de vie, son histoire, sa culture, ce qui faisait ses représentations communes, ses symboles, ses affects, comme disent les sociologues. C'est ça, une crise d'identité, quoi. Disons qu'une façon d'être qui est la façon qu'ont d'être les Français. Et c'est pas illégitime que les gens y soient attachés. Il y en a qui ont développé la notion de droit à la continuité historique aussi d'un peuple. Moi, je parle de patrimoine immatériel dans mes travaux sur le populisme. Oui, parce que vous avez beaucoup travaillé à la Fondapol, donc on va en parler dans les quelques minutes qui nous restent, mais de cette crise démocratique, de la question du populisme, puisque avec tout ce qu'on décrit là de sinistre, heureusement qu'il y a la musique, hein, il y a les pauses musicales, comme ça les gens, j'espère, ils continuent à nous écouter, mais restez avec nous, non, vous pouvez rester. Et avec la crise démocratique, la question des populismes, toute cette montée de la déstabilisation, un dérèglement démocratique, dites-vous, donc tout ça, vous l'avez travaillé depuis déjà bien longtemps, aussi les questions de radicalisation du militantisme, et des mots un peu qui ressurgissent de manière forte aujourd'hui, l'antisémitisme, ou assez nouveau, le wokisme, sur la folie idéologique woke venue des États-Unis, et la question démographique dont on a parlé. Et dans ce livre, alors, ce livre qui s'appelle Fondapol, des idées pour la cité, l'aventure d'un think tank, publié au CERF, il y a l'histoire de la Fondapol, et il y a aussi tous ces thèmes qui sont abordés avec vos publications, des archives de publications, d'articles et autres, etc. Ça, c'est un livre passionnant, c'est un livre pour le grand public aussi, vous pensez ? C'est un livre... Ceux qui sont passionnés, quoi. C'est un livre pour citoyens impliqués qui s'inquiètent. Oui. C'est ça l'idée. Oui. Il y a quand même un élément d'optimisme dans ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. Ce qui nous manque, c'est les personnes qui voudront bien faire l'effort de les porter. Mais nous ne manquons pas de solutions, c'est ça qui est paradoxal. Oui. Nous manquons de courage pour changer d'époque, pour transformer, afin de nous perpétuer, notre façon de vivre, d'être gouverné. Et nous avons probablement une classe politique qui est infiniment conservatrice, incapable d'imaginer autre chose que ce qu'elle vit, et qui, pour cela, peut tout à fait être fatale pour la population. Hein. Une conservatrice des schémas établis qu'elle a depuis 30 ans. De ses propres schémas. De ses propres schémas. Oui. Depuis 50 ans, je dirais. Depuis 50 ans. 50 ans, un demi-siècle. C'est rien, un demi-siècle. Hein.
à l'échelle de l'histoire, non? Non, c'est rien. Surtout d'un vieux pays comme le nôtre. Absolument. Mais par contre, c'est un système qui est très aliénant parce qu'il est fondé sur la dépendance à l'État et la dépendance à l'aide publique de tout le monde. Entreprises, particuliers, partis, syndicats, éditions, médias publics. Enfin, c'est un système où, au fond, les pouvoirs publics se sont mis en situation d'être désirés par toutes les catégories d'actifs. Oui, avec des secteurs économiques qui tiennent énormément sur la dépense publique. On parlait des routes, etc. Bon, par exemple, les travaux publics. Le cinéma. Le cinéma, même s'il a un mode de financement, c'est à lui, on va dire. Oui. Mais oui, c'est vrai que la dépendance à la puissance publique est forte, et en même temps, la puissance publique, vous dites, il la fausse, parce que dans ce livre, vous en parlez, sinon il n'y a pas de souveraineté. C'est ça. Et vous appelez une souveraineté nationale, et sur l'Europe, vous dites que la puissance publique européenne doit être au service de la souveraineté nationale. Je pense que de chaque nation. Je pense que le bon schéma, moi qui suis très européen, le bon schéma, c'est que l'Europe apporte aux nations qui la composent un déploiement de puissance lié à la dimension européenne au service des souverainetés nationales. Je pense que c'est ça le bon équilibre, plutôt que d'imaginer un État fédéral. Mais on a absolument besoin. La France, sans l'Union européenne, ne serait plus rien du tout. Sans l'euro et ni le reste, certains peuvent penser que ce serait mieux. Et ils ont peut-être raison. Je ne veux pas être péremptoire. Oui. Mais de mon point de vue, ce serait un pays ramené à pas grand-chose sans cette intégration à ses voisins. Mais il faut un respect de la souveraineté de chaque pays. Donc, bien sûr. Vous n'êtes plus, je ne sais pas si vous l'avez déjà été, pour le projet d'une Europe fédérale. Non, moi ce que j'aime dans cette idée, c'est ce qu'aimaient les premiers fondateurs, parce que l'idée européenne, elle vient de l'Empire chrétien, elle vient du Moyen Âge. Oui. Enfin, elle a une grande généalogie passionnante. Et puis c'est une question civilisationnelle, mais on l'a abandonné un petit peu les questions civilisationnelles. Oui, où là il est question de ne pas se faire la guerre, d'être civilisé, de partager des cultures. Enfin bon, c'est un schéma très ancien. Écoutez, Dominique Régnier, ce livre, on peut le trouver le commander chez n'importe quel libraire, puisqu'il est édité par le CERF, Fondapol, des idées pour la cité. Et si on veut en savoir plus sur la Fondapol, on va sur le site internet fondapol.org. Voilà. C'est ça. Tout est disponible gratuitement. Dominique Régnier, merci infiniment d'avoir consacré 1 heure de votre temps aux auditeurs de KTO Radio. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Au revoir Dominique Régnier. Au revoir chers auditeurs. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, conversation animée par Guillaume de Prémard avec la revue Capital Social.